Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé « Cimetière de l'innovation, échec décortiqué ». Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval et je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Donc chez LMT, notre mission, c'est d'accompagner l'innovation et les projets d'innovation sur le département de la Mayenne, que ce soit des projets de création d'entreprises innovantes ou des projets au sein des entreprises établies sur le département. À ce titre, l'une de nos actions est de pouvoir partager des contenus et des sujets en lien avec l'innovation, et c'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous tous les deuxièmes mardis du mois pour soit une matinée de l'innovation en présentiel, soit comme ce matin, un webinaire de l'innovation. Et donc ces matinées webinaires de l'innovation sont l'occasion d'apporter des sujets transverses au projet d'innovation, que ce soit des méthodes, des retours d'expérience, des ateliers, etc., etc. La thématique de ce matin est celle des échecs des projets d'innovation et je vais vous proposer de décortiquer ensemble des projets qui ont échoué pour pouvoir en tirer des apprentissages pour mettre toutes les chances de votre côté dans vos projets d'innovation. Avant de commencer, je souhaiterais je souhaiterais qu'on passe quelques instants ensemble à partager sur la définition de l'échec. Pour cela, je vais avoir deux petites questions à vous poser. Et pour collecter vos réponses, je vous invite à prendre vos smartphones et à me rejoindre sur WooClap. Hop là, si tout va bien, on y arrive, voilà. En un mot, pour vous, l'échec, c'est quoi? Donc, quel mot, quel synonyme, quels adjectifs, quel mot vous auriez envie de donner pour définir l'échec? Alors, on nous parle d'erreurs, on nous parle d'objectifs non atteints, de quelque chose de nécessaire, de source d'apprentissage. Quelqu'un propose une tentative infructueuse. Donc dans tentative, déjà, je trouve que c'est un mot intéressant parce qu'il y a cette notion de test, d'essai, et puis que cette tentative en particulier ne fonctionne pas. Alors on a la notion de douleur, de quelque chose qui fait peur, voilà, où on n'a pas de solution, pas de résultat. Donc en effet, il peut y avoir une connotation un peu négative à ce qu'est l'échec. On a la notion de déception aussi. Mais on a aussi cette notion d'expérience, d'apprendre, d'action, d'être dans l'action toujours. Et on a la notion de recommencer. En effet, un échec, ça ne veut pas dire que c'est la fin du chemin. On peut recommencer, rebondir. Très bien. Donc, vous voyez, il y a à la fois des définitions d'échec qui sont sur caractériser qu'est-ce qu'on peut appeler un échec. Donc voilà, atteindre de non-résultats, etc. Vous avez été plusieurs à nous partager les émotions que l'échec pouvait aussi générer, et puis finalement la possibilité d'aller plus loin. Très bien. Je propose de passer à la deuxième question, qui est cette fois plutôt sur les raisons qui mènent un projet d'innovation ou d'entreprise à échouer. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire qu'un projet d'innovation ou d'entreprise peut échouer? Alors, une question de timing, plusieurs personnes qui répondent ça. Le fait de ne pas avoir consulté son public cible, de s'être mal préparé ou d'avoir mal communiqué. Donc, pas de marché pour le produit nouveau. Donc, voilà. Des objectifs trop éloignés des besoins clients. Donc là, vous êtes quand même plusieurs à proposer des solutions sur finalement voilà, une mauvaise appréhension du marché, une mauvaise réponse aux besoins du marché. Des verrous technologiques que l'on ne peut pas lever. Donc là, une question plutôt de faisabilité technique du projet. Un projet pas assez structuré, pas assez détaillé. Le fait d'être trop en avance ou à l'inverse trop en retard sur cette idée. Super, je vois qu'on a un panel de réponses qui est assez intéressant que vous proposez. Donc, certaines de ces réponses, caractéristiques de ces réponses, je vais pouvoir les traiter dans ce webinaire. Donc, c'est très bien, on est en phase. Pour préparer ce webinaire, j'ai posé la question à quelqu'un que je sollicite maintenant très souvent. Je lui ai demandé à ChatGPT, sans beaucoup d'informations sur le contexte ou sur la situation, je lui ai demandé sa définition de l'échec. Et donc, voici ce qu'il m'a répondu. Donc, comme toujours, il met un petit peu de temps. Il met un petit peu de temps à répondre parfois, là, le temps qu'il rédige sa réponse.
Mais on voit déjà qu'il y a plusieurs éléments en fait qu'il va nous présenter. Donc il y a d'abord, comme vous tout à l'heure, il va nous donner dans sa définition des synonymes de l'échec. Donc c'est les mots que j'ai surlignés en violet. Hop là. Donc on va avoir cette question d'avoir un résultat négatif ou la non-réussite d'une tentative, comme vous le disiez tout à l'heure. Également la non-atteinte de résultats. La défaillance d'un plan. Voilà, on avait prévu des étapes, des choses à faire pour arriver à nos objectifs et puis au final, ça ne fonctionne pas. Et cette notion d'événement indésirable qui n'est pas toujours contrôlable, qui n'est pas toujours entre nos mains au final, et donc cet événement indésirable qui va nous empêcher d'atteindre nos résultats. Une fois qu'il a terminé un peu avec ce jeu des synonymes, tout de suite il nous dit que l'échec peut être vu de manière subjective. Donc en fait, la perception de l'échec va changer en fonction de qui définit, de qui évalue la situation, le projet, etc. Et enfin, sans même qu'on lui ait demandé son avis un peu plus loin, tout de suite, il enchaîne en disant que l'échec n'est pas forcément une fin en soi, c'est une opportunité d'apprentissage. Donc, comme certains d'entre vous ont pu le dire tout à l'heure dans les petites questions que je vous posais, et que du coup, cet échec, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de mieux comprendre le sujet sur lequel on travaille ou encore d'améliorer de manière continue ce que l'on cherche à faire. Et c'est tout le propos que je vais traiter ce matin, donc décortiquer des échecs, des exemples de projets qui ont échoué pour en tirer des leçons qui vous permettront d'améliorer vos chances de succès. Entrons donc ensemble dans le cimetière de l'innovation. Et pour parler d'échecs d'innovation, il faut d'abord que l'on définisse ensemble de quoi l'on parle lorsque l'on parle d'innovation. Et la définition que j'utilise très souvent de l'innovation, c'est que tout d'abord, l'innovation, c'est une idée nouvelle. Alors, petite parenthèse, le critère nouveauté de cette idée peut être vu à différentes échelles. Il y a l'échelle mondiale, bien sûr, de dire j'amène une idée qui est complètement nouvelle au niveau mondial, mais on peut aussi la regarder à d'autres échelles, par exemple à l'échelle géographique, de dire je suis la première entreprise en France à proposer cette solution, ou à l'échelle sectorielle, je suis la première entreprise du bâtiment à proposer cette solution. Donc cette idée nouvelle, pour pouvoir être caractérisée d'innovation, il faut qu'elle soit techniquement faisable. C'est-à-dire qu'il faut que l'état de l'art actuel permette la réalisation de votre concept, la faisabilité de votre concept sur lequel vous travaillez. Ensuite, votre idée, il faut qu'elle soit désirable par les usagers. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens, une catégorie de population, votre cible de clientèle. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens qui voient un intérêt à utiliser votre solution. En d'autres mots, voilà, il faut que votre solution, elle résolve un de leurs problèmes et qu'ils voient un intérêt à faire l'effort d'acquérir, de s'approprier et d'utiliser votre solution pour résoudre leurs problèmes. Et enfin, en plus d'être techniquement faisable, désirable par les usagers, votre idée nouvelle, il va falloir qu'elle soit viable économiquement. C'est-à-dire que des gens ou des organisations vont être prêts à payer pour avoir accès à votre solution ou pour que d'autres aient accès à votre solution. Et on va parler de viabilité lorsque les recettes couvrent à minima les dépenses que vous avez à faire pour délivrer votre solution. Et donc, c'est à l'intersection de ces trois caractéristiques que se trouve l'innovation. Et donc, pendant ce webinaire, je vais vous proposer d'utiliser cette définition pour analyser des échecs d'innovation caractéristique par caractéristique. Parcourons d'abord ensemble l'allée du manque de désirabilité. Alors, si je vous dis Colgate, à quoi ça vous fait penser? Je vous laisse me répondre rapidement dans le chat quels premiers mots vous viennent à l'esprit quand vous voyez le nom de marque Colgate. Allez-y, j'attends vos réponses. Dentifrice, sourire. Eh oui, de belles dents, ça permet de sourire. Voilà, on a beaucoup de dentifrice dans le chat. Hop. Donc, en effet, comme vous, moi, quand je vois Colgate, je pense dentifrice. Éventuellement, je pense bain de bouche et brosse à dents. Mais du coup, je pense produits d'hygiène bucco-dentaire. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que dans les années 80, le groupe Colgate a commercialisé des lasagnes surgelées, des lasagnes. En effet, donc le groupe souhaitait à cette époque diversifier son activité vers l'agroalimentaire pour pouvoir générer de nouvelles sources de revenus
avec la promesse d'ainsi proposer une expérience complète aux consommateurs et aux consommatrices du repas au brossage de dents. Donc, sur le papier, ça a l'air pas mal comme promesse. Voilà, on a une promesse globale, continue, du début à la fin. Mais si on ne trouve plus de lasagne Colgate dans les rayons de nos supermarchés, c'est que cette commercialisation a été un échec. En effet, les consommateurs et les consommatrices n'ont pas accroché à la proposition agroalimentaire d'une entreprise dont le cœur de métier est l'hygiène bucco-dentaire. Même si la population a confiance en Colgate pour prendre soin de ses dents, c'est autre chose que de lui confier son alimentation. Et il se trouve également qu'à cette époque, le marché des surgelés était saturé et que le groupe n'a pas réussi à faire sa place parmi la concurrence. Donc ici, là, le frein majeur à ce projet, à ce nouveau produit proposé par Colgate, c'était l'image de la marque en elle-même qui n'était pas du tout en accord avec cette proposition de valeur. Et c'est ce qui fait que ce produit était non désirable par les usagers. Nouvel exemple, je vais à présent vous parler du site alloresto.fr. Alors, la promesse d'alloresto.fr, c'était de pouvoir proposer la livraison à domicile de repas venant de restaurants grâce à une plateforme en ligne. Donc, on se rendait sur leur site internet, on avait accès à un annuaire de restaurants pas loin de chez nous, on sélectionnait son menu et on pouvait l'acheter pour se le faire livrer directement à la maison. Alors, je vous vois venir, vous allez me demander si j'ai rangé cet échec dans la bonne case, celle du manque de désirabilité, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de services de livraison comme Uber Eats, Deliveroo ou encore Just Eat qui font exactement la même promesse et qui fonctionnent bien, hein, qui ont trouvé leur cible de clientèle. Mais parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire sur Alloresto, c'est que cette entreprise, elle a été fondée en 1998. Et qu'à cette époque, sa proposition de valeur, elle s'appuyait sur deux marchés qui étaient très, voire trop précoces. On avait d'une part le e-commerce, donc le fait d'acheter quelque chose sur Internet, c'était quelque chose qui n'était pas encore du tout répandu dans la population. Et d'autre part, la livraison de repas à domicile qui n'était pas aussi utilisée qu'aujourd'hui. Donc, l'activité du site internet a peiné à démarrer. L'entreprise a eu du mal à trouver sa rentabilité et les investisseurs qui faisaient confiance aux fondateurs au démarrage d'Alloresto n'ont pas souhaité réinvestir au vu des premiers résultats. Donc, on peut dire que c'était un échec pour cette entreprise et l'entreprise a notamment dû licencier 27 de ses 30 salariés en 2002, donc après 4 ans d'existence. Alors, malgré ces difficultés, le fondateur d'Alloresto n'a pas lâché l'affaire et il a analysé ce qui avait fonctionné et ce qui avait moins bien fonctionné dans cette première proposition de valeur pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle un pivot. Donc du coup, changer d'activité, modifier un peu son activité, sa proposition de valeur et notamment pour refondre l'expérience qui était proposée à la fois aux restaurants mais aussi aux consommateurs et aux consommatrices et notamment en mettant en place des fonctionnalités à forte valeur ajoutée qui n'étaient pas encore répandues à l'époque, notamment un programme de fidélité pour les restaurants et la possibilité pour les consommateurs de laisser des avis en ligne sur les restaurants qu'ils avaient visités. Et finalement, bien lui en a pris, car dès la première année de ce renouveau, ce sont 2 millions d'avis qui ont été collectés sur Alloresto. Et dès 2004, l'entreprise a connu sa première année de rentabilité. Et donc, il se trouve que petit à petit, le succès de Alloresto s'est consolidé jusqu'à le rachat de l'entreprise par le groupe britannique Just Eat en 2013 et en 2018, le changement de marque, donc l'abandon de la marque alloresto.fr qui était trop connotée web pour passer à un nom Just Eat France, donc qui est plutôt qui fonctionne quand même plus maintenant sur l'appli mobile que sur le site internet, et pour avoir une cohérence de marque au sein du groupe Just Eat. Donc, avec cet exemple, on voit que l'échec n'est pas une fin en soi et que des fois, faire preuve de persévérance après un échec, d'analyser les résultats qu'on a obtenus, même s'ils n'étaient pas à la hauteur de nos attentes, mais de quand même pouvoir les analyser, ça permet de redéfinir sa proposition de valeur et donc d'imaginer quelque chose qui va être plus désirable par les usagers, donc d'identifier des fonctionnalités qui vont être désirables par les usagers et de redéfinir son offre pour pouvoir tirer son épingle du jeu.
Donc voilà pour les projets que je voulais, sur lesquels je voulais partager sur la partie désirabilité, en tout cas manque de désirabilité pour l'usager. Donc quittons à présent l'allée du manque de désirabilité pour emprunter l'allée du manque de faisabilité technique. Et donc dans cette allée, je vous propose d'abord de nous arrêter sur le drone Zano. Alors le drone Zano, c'était un drone avec plutôt une belle promesse, celle de pouvoir suivre son utilisateur ou utilisatrice dans ses mouvements. Par exemple, lors d'une performance sportive, voilà, lors d'une descente en VTT, voilà, on avait le drone qui pouvait nous suivre pour capter notre image et du coup filmer une image de haute qualité de notre performance. Vous avez les quelques mots qui étaient présentés sur le site internet du drone à l'époque. Et ce drone, en plus d'avoir une belle promesse, il a obtenu une belle preuve marché, parce qu'en fait, il se trouve que c'est l'une des campagnes de financement participatif les plus réussies en Europe à l'époque, avec 3,3 millions d'euros connectés auprès de plus de 12 000 personnes qui ont précommandé le drone. Donc là, les gens étaient prêts à payer pour la promesse qu'on leur faisait. Donc là, la désirabilité marché était claire. Cependant, malgré cela, c'est aussi un échec dont je vais vous parler. Et la raison de cet échec, c'est que l'entreprise n'a jamais réussi à livrer un produit aux caractéristiques techniques promises, que ce soit en termes d'autonomie de batterie, de qualité de la vidéo ou de performance de vol. Ici, l'erreur de l'entreprise, c'est qu'ils ont mis en scène un produit en gonflant ses caractéristiques. Notamment, il y avait la vidéo qui était présentée sur la campagne de financement participatif qui était vraiment bluffante, mais il se trouve que c'était une vidéo en mode prototypage où on a simulé les caractéristiques techniques que l'on souhaitait atteindre avec ce produit. Et au final, une fois l'argent levé, l'entreprise n'a jamais réussi dans ses développements, dans la production de ce drone, à atteindre les performances techniques promises. Alors, sur un complément sur le projet du drone, donc le drone Zano, Yvan nous dit qu'il s'agit surtout de respecter les attentes du futur client et de tenir ses promesses. En effet, il y a cette notion de dire quelle promesse je suis en capacité de faire, je suis en capacité de répondre. Mais là, je pense que le problème, c'est que l'entreprise n'avait pas anticipé finalement les possibles difficultés. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué de proposer finalement un drone qui répond tout à fait à leurs promesses. Mais oui, c'est important. En tout cas, c'est important de savoir ce que l'on est capable de faire ou ce que l'on pense pouvoir être capable de faire et de faire en sorte que ce soit en adéquation avec ce que le client attend. Voilà pour cet exemple. Je propose de continuer notre promenade pour cette fois nous arrêter devant l'Airbus A380, donc fleuron de la technologie aérospatiale française. Et donc la promesse de cet appareil, notamment, c'était de pouvoir relier les grandes métropoles grâce à un avion géant qui permettait de transporter jusqu'à 850 personnes. En moyenne, c'était plutôt 400 places qu'il y avait dans l'avion, mais dans sa configuration avec le plus de places possible, c'était jusqu'à 850 personnes transportées en même temps. Et donc, le parti pris d'Airbus dans la conception de cet avion, c'était de parier sur le développement de ce qu'on appelait à l'époque des hubs aériens, donc qui relieraient avec des gros porteurs sur des vols long courriers, donc par exemple entre Paris et New York, et qu'ensuite de plus petits avions prendraient le relais pour les vols moyens courriers, donc par exemple pour faire New York-Miami, donc les vols internes. Et si on regarde l'historique de l'A380, en fait, c'est un projet qui a commencé dans les années 80, avec notamment la réalisation d'une étude de marché auprès d'une quinzaine de compagnies aériennes. Et donc cette étude de marché, qui se dit être la plus poussée jamais réalisée par Airbus, avait mené à une estimation d'un besoin de 1300 appareils dans les 20 prochaines années après son lancement. Donc après quelques aléas pendant le développement de l'appareil, il a pu être mis en service à partir de 2007, donc avec une première compagnie aérienne à utiliser cet avion.
Et donc, permettez-moi ce jeu de mots, mais le nombre de commandes de la 380 a peiné à décoller. Malgré quelques belles années au démarrage, très vite, en fait, il y a eu de nombreuses annulations de commandes qui ont mené à des chiffres quasi nuls à partir de 2015. Ce qui fait qu'en 2016, seulement 320 appareils avaient été commandés par des compagnies aériennes 10 ans après la mise en service de l'appareil. Et donc, cela a amené Airbus à annoncer l'arrêt de la commercialisation de l'A380 en 2019. Alors, qu'est-ce qui a mené à cet échec commercial? Il y a plusieurs raisons qui peuvent être évoquées dans la littérature, enfin là, dans les articles que l'on peut lire sur cette A380, mais notamment celle dont je voulais vous parler ce matin, c'est le fait que ces fameux hubs aériens de la taille dont espérait Airbus ne se sont finalement pas développés. Et que de ce fait, l'A380 était surdimensionnée pour la majorité des aéroports et leurs infrastructures. Que ce soit au niveau de la taille de la piste d'atterrissage, par exemple, ou le fait que les salles d'embarquement étaient trop petites et que du coup, pour faire attendre les passagers et les passagères, c'était pas très confortable. Et puis, ajouter à cela le fait que le coût de l'appareil en lui-même impliquait un taux de remplissage plus élevé que d'habitude pour que les vols soient rentables, vous avez des compagnies aériennes qui hésitent fortement à faire cet investissement et qui se rabattent vers des modèles d'avions plus petits. Donc là, dans cet exemple, c'est pas le produit en lui-même dont la faisabilité technique était en cause, parce que le produit volait, il fonctionnait, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, c'est plutôt le fait que l'infrastructure et la logistique nécessaires à son utilisation n'étaient pas adaptées ni adaptables. Donc là, la faisabilité technique, c'est pas seulement lié au fonctionnement de votre produit ou de service, mais c'est aussi, il faut prendre en compte l'écosystème dans lequel il évoluera et dont il aura besoin. Et si cet écosystème n'est pas prêt, du coup, il y a peu de chances que vous arriviez à imposer votre. Alors là, oui, en effet, on a un commentaire sur Airbus, c'est que les choix politiques influent beaucoup le succès de ce genre de projet. Là, en effet, je vous présente presque volontairement un très gros projet où du coup, il y a les autorités locales et aussi la dépendance aux décisions finalement politiques locales de développement de telle infrastructure, de tel aéroport. Mais je trouve quand même que c'est représentatif de n'importe quel service ou de n'importe quel produit que vous auriez envie de mettre sur le marché. Si vous ne prenez pas en compte tout ce dont votre utilisateur ou votre utilisatrice a besoin pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Nous allons maintenant pouvoir passer à la troisième allée de ce cimetière de l'innovation, qui est cette fois l'allée de l'absence de viabilité économique. Alors, et comme premier exemple, je vous propose de revenir en 2001 avec le lancement du site internet Copains d'avant. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, Copains d'avant, c'est un site internet qui propose de retrouver et de garder des liens avec ses camarades d'école, avec des fonctionnalités comme le partage des photos de classe et des activités associatives auxquelles on participait, doublé d'une messagerie interne qui permettait d'échanger avec les anciens camarades que l'on pouvait retrouver. En gros, c'était Facebook avant Facebook. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de Facebook en France en 2004, Copains d'avant a longtemps gardé une avance, alors une faible avance certes, mais dans tous les cas, une avance quand même sur Facebook. Donc on peut le voir sur le graphique que je vous partage à l'écran. Et finalement, cette avance s'est transformée en forfait à partir de 2010. Donc ici, on a un échec de pénétration du marché. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi cet échec? Alors, Copains d'avant, c'est un exemple de projet qui n'a pas réussi à trouver un modèle économique viable. À ses débuts, c'est un site internet qui était, comme Facebook l'est toujours aujourd'hui, financé par la vente de publicité. Et donc voilà, ça a financé les premières années finalement d'existence du site internet et rapidement les fondateurs de l'entreprise ont souhaité chercher un peu plus de rentabilité et ils ont cherché à mettre en place un modèle économique dit freemium où l'accès au site restait gratuit pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices, mais pour accéder à certaines fonctionnalités premium, il fallait payer du coup un abonnement.
Et donc, le site internet Copains d'avant a ainsi tenté de monétiser la messagerie interne du site internet. C'était la fonctionnalité qui semblait être avec le plus de valeur ajoutée. Mais finalement, ça s'est avéré être une grave erreur puisque les utilisateurs et utilisatrices n'étaient pas prêts. Ils ont refusé de financer cette proposition de valeur et donc ils ont été de moins en moins nombreux à utiliser le site internet. Ajouter à cela, à cette époque, une concurrence plutôt branchée, cool et gratuite surtout de Facebook que Facebook représentait à l'époque, et c'en était fini de la monétisation de Copains d'avant. Donc le site est aujourd'hui revenu à son premier modèle de publicité. Donc voilà, il est toujours financé par la publicité, il est toujours en ligne, hein. On peut toujours retrouver ses photos de classe sur Copains d'avant, mais du coup c'est pas un exercice qui est un outil, une solution qui est devenu rentable pour l'entreprise. Alors, Cyril nous fait un complément sur le site Copains d'avant, donc sur le fait que le choix d'un nom français a pu restreindre son marché dans la mesure où petit à petit la langue anglaise a pris le pas sur le nôtre. Je pense qu'il y a peut-être du oui et non. Et en effet, le fait de dire voilà, avoir un nom anglais, c'est tout de suite afficher le fait d'être tendance, d'être un peu branché, etc. Après, dans leurs ambitions, hein, à Copains d'avant, au démarrage, c'était d'aller sur c'était le marché français. Enfin, je crois pas qu'ils avaient la volonté de sortir du marché français ou francophone. Donc, ça peut être un parti pris aussi de se dire mon marché, c'est la France. Je choisis un nom de marque, un nom de produit français, quitte à se dire si le jour où je veux déployer ma solution sur d'autres marchés, je vais rebrander, je vais imaginer une nouvelle marque à ce produit. Mais c'est un peu du oui et non là dans cette remarque. Je sais pas si vraiment ce nom français a été un frein pour Copains d'avant. Ensuite, prochain et dernier exemple de ce webinaire, je voulais vous parler de 1001 menus. Alors, 1001 menus, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui se voulait devenir l'annuaire de référence des cartes de restaurants. Donc, d'abord des restaurants parisiens, comme sur le visuel que je vous montre, puis l'objectif dans le développement, c'était ensuite d'aller au-delà. Et donc, la promesse de ce site internet, elle était double. Elle était d'abord pour les restaurants, avec la possibilité de partager gratuitement leurs cartes pour gagner en visibilité, et pour la population ensuite, avec cette facilité à trouver un restaurant qui nous plaît à proximité de l'endroit où l'on est. Le modèle économique qui était envisagé était principalement lié à la publicité, avec également donc à la publicité. Voilà, donc il fallait trouver des annonceurs qui mettaient leur publicité sur le site Allo Resto, sur le site 1001 menus. Donc ça, c'était la première source de revenus. Et la deuxième source de revenus, c'était un programme d'affiliation avec le site lafourchette.fr. Donc le site lafourchette.fr permettait de réserver directement sur Internet sa table dans un restaurant partenaire du site Internet. Et donc là, en fait, il y avait un partenariat entre 1001 menus et La Fourchette. Donc 1001 menus touchait une commission à chaque réservation sur La Fourchette qui venait de son site Internet. Donc en soi, ça peut fonctionner, hein. Le modèle de la publicité et de l'affiliation sont deux modèles qui sont très répandus. Mais il se trouve que le problème pour 1001 menus, c'est que d'une part, on avait une publicité qui était sur un marché vraiment de niche. Donc à l'époque, au début, c'était en gros les gens qui cherchaient des restaurants à Paris. Donc ils ont eu des difficultés à convaincre les annonceurs d'acheter de l'espace publicitaire sur leur site internet. Et au final, publicité plus affiliation, ça fait que leurs revenus étaient 100% liés au trafic du site internet. Donc s'ils n'arrivaient pas à attirer des utilisateurs et utilisatrices sur leur site internet, ils n'avaient pas de revenus. Et donc ils ont eu énormément de mal à continuer à financer cette version de 1001 menus. Et donc, après une année d'existence, le résultat était sans appel. Le modèle économique envisagé n'était pas viable pour cette proposition de valeur. Et donc, plutôt que de mettre la clé sous la porte, l'entreprise a fait le point sur ce que cette expérience avait apporté comme apprentissage, et notamment au niveau d'une preuve marché qui a été apportée du côté des restaurants, qui ont donné de très bons retours sur l'expérience proposée par le site internet, et également ils ont pu valider ce qu'on appelle les points de souffrance de ces restaurants, donc les pains, les problèmes que ces restaurants rencontrent dans leur quotidien.
Et donc, le premier point de souffrance qui a été validé, c'est que les restaurants, notamment à Paris, ils peinent à se faire connaître. Hein. On imagine, on connaît la richesse et la diversité de l'offre parisienne, donc c'est un peu compliqué de tirer son épingle du jeu au milieu de tout ça. Et donc, le second point de souffrance que ces restaurants pouvaient avoir, c'est qu'ils manquaient de compétences pour l'intégration de solutions numériques qui se développaient petit à petit à l'époque. Hein. C'était l'époque où les sites vitrines se développaient, également les solutions de réservation en ligne comme la fourchette, voilà, dont on parlait à l'instant, les différents annuaires, les pages jaunes, TripAdvisor, etc. Donc, il y avait de plus en plus de solutions numériques à destination des restaurants qui existaient, mais du coup, quand on n'avait pas forcément les compétences ou la connaissance ou l'appétence du sujet, c'était compliqué pour les restaurants de gérer tout ça, de gérer sa présence numérique et de lier ça avec l'activité du quotidien. Et donc, de ces constats, l'entreprise a imaginé un pivot en s'appuyant sur les compétences qu'elle possédait en interne, donc des compétences de développement web et logiciel. Et donc, l'entreprise est devenue ZenChef pour proposer une suite de solutions logicielles pour faciliter la vie numérique des restaurateurs et restauratrices. Donc, finalement, c'était ça leur nouvelle proposition de valeur. C'était faciliter la vie numérique et la gestion des restaurateurs, des restaurants. Et donc, cette fois, ils ont imaginé un modèle d'affaires dit récurrent, qui est un peu plus confortable, avec l'abonnement à l'accès finalement à cette suite logicielle. Et donc, c'est directement les restaurants qui finançaient, qui payaient cette proposition de valeur. Et comme la souffrance résolue était réelle, les restaurants n'ont pas hésité à acheter cette solution. Après 1 an d'existence sous ce nouveau modèle, ZenChef comptait déjà 200 restaurants clients. Et ce chiffre était de plus de 16 000 en 2023. Donc là, on voit qu'ils ont identifié une solution, une proposition de valeur qui était vraiment, qui avait justement de la valeur pour les restaurants. Et avec cet exemple, on voit que le fait d'avoir une bonne proposition de valeur, d'identifier un vrai pain, une vraie souffrance de sa cible de clientèle, même si au démarrage, on n'a pas forcément le bon modèle d'affaires, mais petit à petit, en fait, on va pouvoir définir, on va tester, on parlait tout à l'heure de tentatives, on va pouvoir tester différents modèles d'affaires pour petit à petit concevoir le modèle d'affaires qui permettra à notre proposition de valeur d'atteindre sa cible de clientèle. Et donc, c'est à chaque entreprise de concevoir ce modèle d'affaires, donc un modèle d'affaires qui lui convient et surtout qui convient à sa cible de clientèle. Là, il faut à la fois être sur les deux marchés. Et donc, on a un commentaire de Jean Bernard qui nous dit je retiens que derrière un échec, il peut y avoir une opportunité de rebondir. Et en effet, c'est super si c'est ce message-là que vous retenez ce matin, parce que c'était tout à fait mon objectif. C'était à la fois un peu d'identifier les sources, en tout cas les points d'attention qu'il faut avoir quand on imagine ou quand on mène son projet. Voilà, les points sur lesquels il faut être attentif pour pouvoir identifier les possibles échecs, on va dire. Et une fois que l'échec est là, voilà, ce projet ou cette version du projet a échoué, eh bien oui, enfin c'est plutôt que de l'enterrer, c'est l'occasion de rebondir, de le repenser, d'imaginer de nouvelles choses et de pouvoir petit à petit affiner sa proposition de valeur, affiner son modèle d'affaires pour arriver au succès que l'on souhaite de notre projet. Alors, Yvan remonte à un problème qui peut des fois survenir, c'est la difficulté à identifier finalement les bons contacts, les bons interlocuteurs en fonction de vos besoins. Voilà, il mentionne la BPI ou d'autres institutions. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué quand on est une entreprise ou quand on est un porteur de projet, qu'on commence, que c'est notre premier projet d'innovation ou c'est notre premier projet d'entreprise, de savoir qui fait quoi, d'identifier qui fait quoi. Et donc là, le conseil que je vais vous donner, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est de ne pas hésiter à contacter les intervenants qui sont spécialisés sur ce sujet. Donc en effet, Aliénor me coupe l'herbe sur le pied et le dit, c'est la nécessité d'être bien accompagné. Donc n'hésitez pas à contacter les technopoles, les chambres de commerce, les chambres des métiers, etc.
de vos territoires ou vos collectivités aussi auprès de votre communauté de communes. Ils ont un service économique qui pourront vous rediriger vers les personnes qui ont les compétences de répondre à vos besoins. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment important de ne pas rester seul, et de ne pas hésiter à poser la question. Moi, comme je dis souvent, poser une question, ça coûte rien. Donc le pire que vous risquez, c'est d'avoir une réponse. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ouais, Jean-François nous fait également un commentaire sur l'importance de pouvoir partager ses échecs pour avancer. Alors c'est vrai que des fois on peut se sentir un peu honteux ou se dire ah mince, je suis très déçu, du coup je vais garder mon échec pour moi. Mais voilà, quand on a digéré cet échec, il faut pas hésiter à en parler, à échanger aussi avec les autres pour pouvoir avancer. Donc d'une part soi-même, parce que des fois formaliser, partager, enfin en tout cas formuler ce que l'on a vécu permet soi-même d'apprendre des choses, mais aussi de se dire que ces échecs, si jamais ils permettent aussi aux autres d'avancer dans leur réflexion, ce sont également des points positifs. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à me contacter si vous avez des questions ou des compléments sur le contenu de ce webinaire. Hein, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous avez un projet aussi, n'hésitez pas à me contacter. Hein, j'en parlerai avec vous avec plaisir. Je vais d'ailleurs tout à l'heure vous envoyer un mail avec le support de présentation que j'ai utilisé ce matin et mes coordonnées. Donc, sentez-vous libre de me contacter, il n'y a pas de souci. Et puis, enfin, avant de nous quitter, je vais faire une petite page publicité. Donc, le programme des matinées webinaires d'innovation fait une pause au mois de mars pour laisser la place au West Data Festival. Donc, le West Data Festival, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un événement qui est également organisé par Laval Mayenne Technopole. C'est un événement de 3 jours sur l'utilisation des données de l'entreprise et l'intelligence artificielle. Et donc l'occasion, ça va être de participer à des conférences, des tables rondes et autres ateliers pour pouvoir découvrir les potentialités offertes par vos données et imaginer des usages concrets pour votre entreprise. Donc je vous invite à visiter le site westdatafestival.fr pour découvrir le programme et pour vous inscrire. Et on me dit dans l'oreillette que j'ai un code promo, donc n'hésitez pas à me le demander si vous souhaitez vous inscrire. Très bien, merci beaucoup pour ces remarques, pour ces commentaires. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Un petit peu plus court que prévu. On va terminer en avance aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter à toutes et tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt, soit au West Data Festival, soit sur une prochaine date des matinées webinaires de l'innovation. Bonne journée à tous.